La Russie a testé son missile de croisière nucléaire Bouriavestnik, vantant une portée quasi illimitée et une puissance destructrice immense. Le missile, jugé invincible par Vladimir Poutine, a été appelé Tchernobyl, volant par le chef de l'armée russe. Sur le papier, c'est l'une des armes les plus puissantes au monde. En pratique, c'est un désastre total et absolu. Une démonstration de puissance inutile avec presque aucune valeur réelle, et une histoire sombre remplie d'échecs et de chaos. Voici l'histoire complète du missile 9M-Sept 130 Bouriavestnik, y compris les parties que Vladimir Poutine ne veut pas que l'on connaisse. Il vient peut-être tout juste de terminer son premier vol d'essai longue distance, mais le Bouriavestnik, également connu sous son nom Oten Skyfall, est en développement depuis des décennies. En fait, le professeur Marc Galliotti, un éminent analyste de la Russie et chercheur à l'Institut royal des services unis, pense que le projet a commencé à l'époque soviétique. Il déclare « Ces nouveaux systèmes trouvent leur origine à l'époque soviétique. Ils ont été ressortis des placards et ont bénéficié de nouveaux investissements. En 2001 à peu près, au moment où les États-Unis se préparaient à se retirer du traité sur les missiles antibalistiques. Et seulement un an après le début du régime de Poutine, la Russie a pris la décision de relancer ce projet vieux de plusieurs décennies. S'appuyant sur les bases établies à l'époque soviétique, elle a commencé à travailler sur un nouveau type de missile. Un missile de croisière nucléaire capable de franchir tous les systèmes antimissiles intercepteurs et d'atteindre n'importe quelle cible mondiale sur de longues distances. D'un côté, il est facile de comprendre pourquoi la Russie voudrait développer une arme de ce genre. Les missiles à propulsion classique ont une portée et une durée de vol limitée. Ils sont toujours limités d'une manière ou d'une autre par la quantité de carburant qu'ils peuvent transporter. Un missile comme le Bouriavestnik est complètement différent. Bien qu'on ne sache pas exactement comment il fonctionne, ni quels sont ses mécanismes internes et ses composants principaux, on sait qu'il est alimenté par son propre réacteur à fission nucléaire et, très probablement, par un moteur statoréacteur. Le principe de fonctionnement est assez simple. Quand le missile vole, l'air est forcé dans l'entrée du moteur. Cet air est ensuite chauffé à l'aide du réacteur nucléaire, ce qui le fait se dilater à des vitesses incroyablement élevées. Il quitte le moteur par la tuyère arrière, fournissant la poussée nécessaire au vol du missile. Avec un système comme celui-ci, un missile à propulsion nucléaire peut théoriquement voler beaucoup plus loin, et pendant des périodes bien plus longues que n'importe quel équivalent conventionnel. Il peut théoriquement être lancé d'un point pour parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à l'autre bout du monde. Effectuer des manœuvres aériennes d'évitement pour contourner les défenses aériennes ennemies, et même rester en vol stationnaire pendant plusieurs heures, voire plus longtemps, avant de finalement frapper sa cible. Cela ouvre des opportunités sans précédent pour toute force militaire disposant d'une telle arme. Il pourrait attaquer tout ennemi ou infrastructure partout dans le monde, à tout moment. Ce serait un moyen de dissuasion presque sans égal, surtout si elle était équipée d'une ogive nucléaire. Il y a juste un problème. Les États-Unis, la première puissance militaire mondiale, ont déjà tenté de fabriquer un missile comme celui-ci il y a près de 70 ans. Ils ont finalement abandonné le projet après avoir vu à quel point il était chaotique et dangereux. Dans les années 1950, l'United States Air Force a commencé à étudier le concept d'utiliser des avions et des missiles à propulsion nucléaire dans le cadre de son projet de propulsion nucléaire pour avions. L'idée d'un statoréacteur nucléaire a été explorée pour la première fois dans les années 50 par deux grands ingénieurs du pays. Frankie Rome et Eldon W. Sams du centre de recherche Lewis du Comité consultatif national pour l'aéronautique. À la même époque, la Commission de l'énergie atomique des États-Unis étudiait aussi l'utilisation d'une fusée nucléaire comme étage supérieur d'un missile balistique intercontinental. Ils cherchaient effectivement des moyens d'exploiter les capacités uniques de l'énergie nucléaire pour fabriquer des missiles capables d'aller plus loin et de voyager plus longtemps que tous ceux jamais inventés. Le 1er janvier 1957, la Commission de l'énergie atomique et l'armée de l'air ont progressé. Ils ont lancé le projet Pluton et confié aux ingénieurs du laboratoire de radiation Lawrence à Berkeley, Californie, la construction et le test du premier statoréacteur nucléaire mondial, pouvant propulser un missile supersonique à basse altitude. Solution logicielle et application métier. Le projet Pluton s'est révélé une entreprise immense. De nouvelles installations ont été construites selon des spécifications strictes pour minimiser les risques lors de la manipulation de composants hautement radioactifs. Cela comprenait un bâtiment de démontage spécial appelé bâtiment 2201, dont les murs atteignaient jusqu'à 2,5 mètres d'épaisseur par endroit,
avec des fenêtres d'observation en verre plombé de 1,2 m d'épaisseur. Un abri anti-atomique aménagé à proximité permettait aux scientifiques de se réfugier en cas de catastrophe nucléaire majeure. Le complexe de recherche devait avoir un réseau ferroviaire dédié pour acheminer les réacteurs d'essai radioactifs vers et depuis le site. La construction des installations nécessaires a coûté 12 millions de dollars, ce qui équivaudrait à environ 12 millions de dollars aujourd'hui. Le travail exigeait une précision et un soin extrêmes, car la moindre erreur ou omission pouvait entraîner une catastrophe majeure. Heureusement, les bonnes personnes ont été choisies pour ce projet, et ont réussi à achever le travail sur 2 moteurs expérimentaux, nom de code Tory 2A, qui fut le premier statoréacteur nucléaire au monde, et testé en mai 1961, et Torrey 2C qui était nettement plus grand, et testé en mai 1964. Les 2 moteurs ont fonctionné, donc les essais ont été partiellement réussis. Cependant, le 1er juillet 1964, 7 ans et demi après le début du projet Pluton, il a été officiellement annulé. Il y avait 3 raisons principales à cela. Premièrement, la technologie des missiles balistiques intercontinentaux, ou missiles balistiques intercontinentales, s'est développée beaucoup plus rapidement que ce que de nombreux experts militaires avaient anticipé. Les missiles balistiques intercontinentales ayant des avantages similaires, le besoin de missiles de croisière à propulsion nucléaire a diminué. Ils pouvaient parcourir des distances incroyables pour frapper des cibles partout dans le monde, et étaient également capables de se déplacer à des vitesses remarquables, plusieurs fois supérieures à la vitesse du son, pour les aider à éviter les défenses aériennes ennemies. En réalité, les missiles balistiques intercontinentales sont plus rapides et moins vulnérables à l'interception que les missiles de croisière à propulsion nucléaire conceptuelle. Des préoccupations majeures sur l'environnement et la sécurité publique concernaient les essais, le stockage, le transport et l'utilisation de missiles à propulsion nucléaire. En travaillant sur le projet Pluton, les scientifiques ont découvert que la conception non blindée des réacteurs nucléaires entraînait l'éjection dans l'atmosphère de sous-produits de fission mortels comme le césium-137 et l'iode-131 par les panaches d'échappement du moteur. En somme, un tel missile pouvait contaminer tout sur sa trajectoire, empoisonner les écosystèmes et diffuser une large pollution radioactive. Les essais étaient notés presque impossibles, car les responsables n'ont pas trouvé d'endroit raisonnable, sûr ou approprié pour l'utiliser. Troisièmement, et surtout, il existait trop de risques et de variables imprévisibles liées à l'usage de moteurs nucléaires et d'autres composants. Le risque d'écrasement du missile et de catastrophe était trop élevé, et les défis techniques pour fabriquer et entretenir des moteurs nucléaires à air comprimé étaient immenses. Les coûts ont explosé et malgré leur succès, l'équipe de développement a fait face à de nombreux problèmes, comme la corrosion due aux neutrons et des systèmes électroniques défaillants, en pesant des avantages minimes face à d'énormes inconvénients. Le département de la défense des États-Unis a logiquement abandonné le projet pour se concentrer sur des technologies de missiles balistiques intercontinentales plus fiables, stables et abordables. Les États-Unis détiennent la force militaire la plus puissante depuis des générations. Ils ne prennent jamais de décisions à la légère, et n'auraient pas abandonné le projet Pluton sans de très bonnes raisons. La Russie aurait dû tirer une leçon claire de cette histoire. Elle aurait dû comprendre que les missiles nucléaires n'étaient ni réalisables, ni viables. Elle aurait pu économiser beaucoup de temps, d'argent et d'efforts en suivant l'exemple de l'Amérique et en se tournant vers d'autres domaines de développement. Poutine a relancé le projet, déclenchant sans le savoir une série d'événements dévastateurs qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Depuis la reprise des travaux sur le Bouriavesternik, le missile a connu plusieurs essais en vol raté. En novembre 2017, un missile a été lancé depuis Pankovo, sur l'île Yuzhny, dans l'océan Arctique. Il n'a volé que pendant 2 petites minutes, parcourant environ 34 km avant de s'écraser dans la mer de Barents, entre la Norvège et la Russie. De nombreux autres vols ratés ont été signalés, près d'une demi-douzaine de missiles Bouriavestnik ayant perdu le contrôle après la défaillance de leur propulsion et l'instabilité de leurs réacteurs nucléaires. Beaucoup ont sombré dans la mer Blanche, au large de la côte nord-ouest de la Russie. Chaque fois que cela se produisait, des radiations étaient libérées dans l'environnement environnant, avec de nombreux éléments nocifs, dont le tritium et le césium, qui s'infiltraient dans l'air, la glace et l'eau, empoisonnant la faune locale et polluant les écosystèmes pour les années à venir. Le Kremlin, comme toujours, a tout fait pour cacher ces catastrophes. En mars 2018, malgré de nombreux échecs du missile, il n'était visiblement pas découragé. À ce moment, le président Poutine a prononcé son discours annuel,
dévoilant officiellement le Bouravestnik au public russe et au monde. En présentant les capacités du missile, Poutine a déclaré « Nous avons commencé à développer de nouveaux types d'armes stratégiques qui n'utilisent pas du tout de trajectoire balistique lorsqu'elles se dirigent vers une cible. Et par conséquent, les systèmes de défense antimissiles sont inutiles contre eux. Absolument inutiles. L'une d'elles est une puissante unité d'énergie nucléaire compacte pouvant équiper des missiles comme notre X-101, lancé depuis les airs, ou le Tomahawk américain. Un type similaire mais avec une portée bien supérieure, quasiment illimitée. Le président russe a ensuite montré une animation du missile en action, affirmant que le missile avait déjà été testé avec succès. Ce missile furtif vole à basse altitude, transporte une ogive nucléaire, a une portée quasi illimitée, une trajectoire imprévisible et peut contourner les frontières d'interception. Il est invincible face à toutes les défenses antimissiles et antiaériennes actuelles et futures. Je vais le répéter plusieurs fois aujourd'hui. Lors du vol, le moteur nucléaire a atteint sa capacité prévue et assuré la poussée requise. Après le succès du lancement et des essais du missile, nous pouvons développer un nouveau système d'armes nucléaires stratégiques à propulsion nucléaire. Vladimir Poutine, maître de la propagande, a présenté une arme révolutionnaire susceptible de bouleverser la situation. En réalité, le Bouravestnik avait déjà du mal à décoller lors de ce discours, et un an plus tard, la situation a empiré. Le 8 août 2019, le programme Bouravestnik a subi sa pire et plus coûteuse catastrophe sur le site d'essai de la marine près de Neonoxa, sur la mer Blanche. Là-bas, des navires spécialisés avaient été déployés pour récupérer l'un des nombreux missiles qui s'étaient écrasés dans l'eau. En soulevant le prototype du fond marin, un propulseur à carburant liquide relié au cœur nucléaire du missile a explosé au contact de l'atmosphère. L'explosion a tué 5 techniciens instantanément. D'autres rapports indiquent que 2 ou 3 employés supplémentaires sont morts de complications dues aux radiations, portant le total à environ 7 victimes. Les personnes touchées auraient montré des symptômes typiques d'exposition aiguë aux radiations, comme nécrose cutanée, hémorragie gastro-intestinale et défaillance multiviscérale. D'autres membres du personnel sur le site ont reçu des doses exceptionnellement élevées de rayonnement ionisant. Ils ont alors subi de graves maladies, brûlures, nausées et autres effets. De nombreux secouristes, premiers intervenants et ambulanciers envoyés sur place n'ont pas reçu d'avertissement ni été informés de la nature de l'accident. Ainsi, ils ont également été exposés aux radiations nucléaires, certains ayant noté une hausse des globules blancs et des risques de santé à long terme non divulgués. L'explosion a dispersé plusieurs éléments dangereux dans l'environnement, dont les isotopes strontium 91, barium 140 et lantane 140. Les niveaux de rayonnement gamma ont augmenté dans des villes comme Severodvinsk, situées à environ 30 km de l'explosion. C'était une véritable catastrophe, avec des vies innocentes perdues, d'innombrables personnes mises en danger, et des écosystèmes empoisonnés pour les années à venir. Après un tel événement, de nombreux généraux militaires et dirigeants mondiaux auraient pris la bonne décision. Ils auraient annulé le programme à ce moment-là. Ils auraient logiquement conclu qu'il était trop dangereux de continuer. Mais pas Poutine. Le dirigeant russe a toujours fait preuve d'un mépris insensible pour la vie humaine. Il se soucie peu de la mort des Russes ordinaires, ou de la destruction de la nature. Tant qu'il maintient ou étend sa mainmise sur le pouvoir, peu importe le nombre de vies perdues, ou le prix que la population doit payer. Donc, sans surprise, il a pris la décision de poursuivre le projet. Même lorsqu'il rencontrait les veuves de ceux qui avaient perdu la vie, il aurait déclaré « Nous allons certainement perfectionner cette arme quoi qu'il arrive ». En somme, il se moquait du nombre de morts lors de la catastrophe de la mer Blanche ou de futurs échecs. Il voulait son missile, et rien ne l'arrêterait. Ainsi, le développement s'est poursuivi, menant jusqu'à aujourd'hui et au tout récent essai en vol long porté du missile Bouravestnik. Le 26 octobre, avec le général Valery Gerasimov, Poutine a confirmé que le missile avait parcouru 14 000 km lors d'un vol arctique. Je me souviens que lorsque nous avons annoncé le développement de cette arme, même des spécialistes de haut niveau m'ont dit « L'objectif était noble et respectable, mais inatteignable dans une perspective historique proche. » C'était encore l'avis de ces experts de haut niveau. Les tests décisifs sont maintenant terminés. Un travail important reste à faire pour mettre cette arme en service et finaliser toutes les réglementations. Néanmoins, d'après ce que je comprends,
Les objectifs principaux ont été atteints. Poutine a poursuivi en vantant ce produit unique, affirmant que personne d'autre au monde ne le possède, puis il l'a annoncé. Nous devrons déterminer à quelle catégorie d'armes appartient ce nouveau système et identifier les modes d'emploi possibles, et préparer l'infrastructure pour l'intégrer à nos forces armées. Le général Gerasimov, quant à lui, a étrangement comparé le missile à un minuscule Tchernobyl volant, faisant référence à la centrale nucléaire célèbre pour la catastrophe de 1986 quand un réacteur a explosé. Les experts militaires nucléaires mondiaux ont réagi à la nouvelle avec choc, indignation et mépris. Jeffrey Lewis, un expert en non-prolifération nucléaire au Middlebury College, a déclaré « C'est une mauvaise évolution. Une arme de science-fiction supplémentaire qui compliquera le contrôle des armements. » Dans un article du Kiev Post, Chuck Farah, ancien chef d'escadron de l'équipe 6 des Navy Seals américains, a partagé son point de vue. Le Bouravestnik incarne une folie frankensteinienne et un concept apocalyptique abandonné par les États-Unis il y a des décennies car trop dangereux et irréalisable. Pour compenser ses défaites militaires et son isolement économique, la Russie agit de façon irresponsable, ravivant ce monstre de Frankenstein au détriment de vie et d'héritage. Farah a ajouté que, d'après les experts, concevoir un tel missile sans blindage est irréaliste. Il ne sera jamais totalement fiable ou sûr, et si la Russie continue de le tester, une contamination radiologique généralisée s'ensuivra inévitablement. Le Bouravestnik n'est pas un atout stratégique, mais une manœuvre inutile, dangereuse et mortelle. Son vol laisse une trace toxique sur l'Arctique, où la fonte des glaces accélère la diffusion des radionucléides dans les courants mondiaux. Mais peut-être que la réaction la plus grande, la plus audacieuse et la plus accablante est venue du président américain, Donald Trump. À bord d'Air Force One, Trump a été interrogé sur l'essai du Bouravestnik par la Russie et a répondu sans ambiguïté. Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, juste au large de leur côte. Il n'a pas besoin d'aller à 13 000 km. Ils ne jouaient pas avec nous. Nous non plus avec eux. Nous testons des missiles tout le temps. Je ne pense pas que ce soit approprié non plus que Poutine dise cela. D'ailleurs, il devrait mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est maintenant, bientôt, à sa 4e année. Il devrait faire cela au lieu de tester des missiles. La position de Trump est claire. Si Poutine prévoit de jouer à des jeux psychologiques, ou d'intimider le monde occidental avec cette nouvelle arme, il va être profondément déçu. Comme le souligne le président américain, l'Amérique possède une grande puissance de feu, incluant un vaste arsenal nucléaire, des missiles de pointe et des sous-marins nucléaires déployés stratégiquement dans le monde. Elle n'a pas à craindre le missile de Poutine, vu son échec jusqu'ici. Et avec les forces russes, qui continuent de patauger en Ukraine, le Kremlin, franchement, se ridiculise en se vantant de ses toutes nouvelles technologies de missiles. Alors qu'il peine à prendre et garder des villes face à un adversaire bien plus petit. Cela semble simplement illustrer une nouvelle fois l'hubris de Poutine. Même si le dirigeant russe cherche à afficher sa puissance en tenue de combat et en vantant son nouveau missile, il n'a jamais paru aussi faible ou vulnérable qu'en ce moment. Découvrez le désespoir de Poutine dans cette vidéo qui montre comment la Russie a simulé une fausse victoire en Ukraine pour persuader le monde qu'elle gagne la guerre. Ou regardez cette vidéo pour voir comment même les agriculteurs ukrainiens trouvent des moyens de déjouer les forces russes, prouvant que la machine de guerre du Kremlin est bien plus faible et docile qu'on ne l'aurait cru. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, pour être parmi les premiers à découvrir les dernières nouvelles et les grands développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.